Comment se passe la vie à l'intérieur des unités carcérales où résident les tueurs en série? Imaginez un endroit où l'obscurité n'est pas figurée mais bien réelle, et où chaque coin et recoin parle d'une histoire qui vous fera frissonner de terreur et de désespoir. Il ne s'agit pas de cellules de prison ordinaires. Elles sont destinées à briser les esprits les plus tordus. Les conditions inhumaines qui règnent dans ces prisons sont telles que leur description vous donnera la chair de poule. Des confinements claustrophobes de Black Dolphin en Russie au régime brutal d'ADX Florence, aventurez-vous avec nous à travers les portes qui cachent les tueurs. Osez entrer? Institution correctionnelle de Columbia, États-Unis. Jeffrey Dahmer était un tueur en série qui s'est livré aux actes de meurtre, de nécrophilie et de cannibalisme les plus odieux, suscitant une peur généralisée en Amérique par le meurtre de 17 jeunes hommes et garçons entre 1978 et 1991. Il a été condamné à 16 peines consécutives de prison à vie à la Columbia Correctional Institution dans le Wisconsin. À son arrivée en février 1992, Dahmer a été placé en isolement extrême en raison de la notoriété de ses crimes. La détention préventive signifiait qu'il était confiné à l'écart de la population générale, enchaîné chaque fois qu'il sortait de sa cellule. Un exemple clair de conditions inhumaines conçues pour le contrôle et la sécurité. Il était protégé des autres détenus, mais n'avait aucune interaction humaine. Il était soumis à des tortures psychologiques. Se sentant seul et désirant plus d'interaction, le comportement de Dahmer s'est apparemment amélioré et les autorités l'ont transféré dans une unité pour détenus souffrant de problèmes émotionnels. Il bénéficiait de liberté limitée, suivait des cours et prenait des repas en commun, mais il avait toujours tendance à faire preuve d'humour noir en modelant la nourriture pour qu'elle ressemble à des parties du corps et en faisant des blagues dérangeantes qui mettaient les gens sur leur garde. Le 28 novembre 1994 a marqué la fin violente de l'incarcération de Dahmer. Il avait nettoyé sans surveillance les toilettes du gymnase avec les détenus Jesse Anderson et Christopher Scarver. Scarver, plein de haine pour Dahmer, l'a attaqué à coups de barre de fer, lui infligeant des blessures mortelles. La mort de Dahmer a mis en évidence les réalités brutales de l'institution correctionnelle de Columbia, où même des criminels notoires sont attaqués et déshumanisés sans relâche. L'emprisonnement de Jeffrey Dahmer au Columbia Correctional Institution est un exemple, plutôt frappant, du traitement inhumain réservé aux prisonniers entre ces murs. L'isolement et la violence se produisent jour après jour. Ensuite, découvrons les conditions de détention inhumaines dans ADX Florence, USA. Surnommé l'Alcatraz des Rocheuses, l'ADX Florence a acquis une réputation de prison abusive et isolante. L'expérience de Ted Kaczynski dans cette prison supermax met en lumière les mesures extrêmes prises pour empêcher la communication et l'évasion, souvent au détriment de la santé mentale. Ted Kaczynski, le professeur de mathématiques qui a lancé une campagne nationale d'attentats à la bombe contre les technologies modernes, faisant 3 morts et de nombreux blessés, a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie en 1998. Sa cellule à l'ADX de Florence est une boîte en béton rigide de 2 mètres sur 2, avec une mince fenêtre fendue à travers laquelle il ne peut voir que le ciel. Kaczynski passe 23 heures par jour dans cette cellule, qu'il ne quitte que pour faire 1 heure d'exercice solitaire dans une minuscule cour fermée. En conséquence, l'isolement et la perte de contact avec les gens sont considérés comme lui causant de graves dommages mentaux, manipulant ainsi ses problèmes psychologiques. Cette cellule est spécialement conçue pour empêcher toute communication avec les autres détenus. À cet environnement sans fenêtre, s'ajoute la monotonie de la routine, qui renforce le sentiment de désespoir. Kaczynski est placé à l'isolement, ce qui signifie qu'il a peu de contact avec le personnel de la prison, qui est formé pour ne pas avoir d'interaction inutile. Kaczynski a résisté à un isolement extrême, ce qui l'a empêché d'avoir des rapports humains élémentaires. L'ADX Florence est conçu pour briser la volonté des détenus en utilisant la privation sensorielle et la pression psychologique comme outil de contrôle. Ce cadre implacable a entraîné une détérioration mentale brutale, faisant d'ADX Florence non seulement un lieu de punition, mais aussi un creuset de tourments mentaux sans fin. Si vous pensiez que la taille des cellules ne pouvait pas être plus petite que celle de Kaczynski, attendez de découvrir les conditions de détention de 2 célèbres meurtriers détenus en prison d'État de Saint-Quentin, États-Unis. La prison d'État de Saint-Quentin est l'une des plus anciennes de Californie. Sa longue liste de détenus comprend des criminels notoires tels que Charles Manson et Richard Ramirez. Connu pour ses conditions de détention exiguës et déshumanisantes, c'est un environnement aussi tristement célèbre que les détenus qui y sont incarcérés. En 1971, Charles Manson, le chef de la secte à l'origine des odieux meurtres de Tate LaBianca, a été transféré à Saint-Quentin. Pour Manson, la vie en prison s'est déroulée dans l'isolement, dans une unité d'habitation particulière du couloir de la mort.
Sa cellule ne mesurait que 4,5 sur 9,5 pieds, et c'était pratiquement une cage claustrophobe faite d'acier solide, avec seulement une fente pour permettre à la nourriture d'entrer dans la cellule. Il pouvait passer jusqu'à 23 heures par jour dans cet espace confiné, avec seulement 1 heure d'exercice dans une petite cour en béton. Richard Ramirez, le Night Stalker, s'est lui aussi rendu coupable de 13 chefs d'accusation de meurtre et a été placé dans des conditions similaires. Envoyé dans le couloir de la mort de San Quentin en 1989, la cellule de Ramirez n'était pas mieux que celle de Manson, petite, sombre et suffocante. Les routines strictes de la prison et la liberté aussi limitée que possible signifiaient que Ramirez passait la majeure partie de la journée dans sa cellule et n'était autorisé à sortir qu'à de très courts intervalles pour faire de l'exercice en isolement. Ce confinement incessant et cette privation sensorielle ont entraîné une grave détérioration psychologique. L'environnement de Saint-Quentin est conçu pour dépouiller les détenus de leur humanité, le manque d'activité physique, les contacts minimes avec les autres et la monotonie incessante créent un terrain propice aux problèmes de santé mentale. Les expériences de Manson et de Ramirez à Saint-Quentin mettent en évidence les mesures extrêmes prises par la prison pour maintenir le contrôle, souvent au détriment de la santé mentale des détenus. Saint-Quentin est un lieu de profonde tourmente psychologique pour ses détenus les plus célèbres, en raison des conditions déshumanisantes et de l'isolement rigoureux qui y règne. Parlons maintenant de la vie carcérale d'un autre meurtrier en Rikers Island, États-Unis. David Berkowitz, alias le fils de Sam, avait pris la ville de New York en otage en commettant une série de meurtres odieux à la fin des années 70. Son arrestation a semblé apporter du réconfort à la ville. Pourtant, son transfert à Rikers Island a marqué le début d'un autre type de tourment. Rikers Island, surpeuplé et insalubre, est le nouveau lieu de résidence de Berkowitz. Cette prison est un énorme complexe de 10 prisons, tristement célèbre pour sa mauvaise ventilation et ses températures extrêmes. Les détenus sont le plus souvent soumis à des températures caniculaires en été et glaciales en hiver, avec peu de répit. La cellule de Berkowitz n'était pas différente. D'une taille de 1,80 m sur 1,80 m, elle était claustrophobe, mal éclairée et n'offrait que peu de confort et d'intimité. L'environnement de Rikers est le meilleur terreau pour la violence. Berkowitz n'y jouissait pas du statut de VIP et était soumis à d'innombrables actes de brutalité. Les rapports faisant état d'agressions à l'arme blanche, de passage à tabac et d'autres types de violences entre détenus étaient très nombreux. Les gardiens fermaient souvent les yeux ou, pire, participaient aux abus. Berkowitz a lui-même été attaqué à plusieurs reprises, ce qui montre que l'atmosphère était vraiment explosive et dangereuse. À cette violence physique s'ajoutait un tourment mental constant. L'isolement, accompagné d'une interaction humaine minimale, a profondément affecté la santé mentale de Berkowitz. Le bruit était incessant, la peur d'être agressé et les conditions déshumanisantes se conjuguaient pour en faire un véritable cauchemar. Les rapports indiquent également que les gardiens négligent les besoins médicaux de base et perturbent l'esprit des prisonniers. Ensuite, découvrons ce que sont les unités carcérales inhumaines en France. La santé prison, France. Guy Georges, alias la bête de la Bastille, a terrorisé Paris pendant des années au cours des années 1990. Attrapé et remis à la prison de la Santé, Georges a été soumis à certaines des pires conditions imaginables. Situé en plein cœur de Paris, la Santé est considérée comme l'un des lieux les plus infâmes de la planète, gravement surpeuplé et dans un état épouvantable. Plusieurs prisonniers y sont entassés dans des cellules minuscules et mal éclairées, ce qui a engendré violence et tension, y compris chez Guy Georges. L'obscurité et l'absence de ventilation appropriée font de ces cellules des lieux oppressants et étouffants. Les températures extrêmes ajoutent à la misère. Les commodités de base font défaut et l'environnement renforce le sentiment d'obscurité et d'isolement perpétuel. Des mesures encore plus strictes sont prises à l'encontre des détenus dangereux, comme Georges, dans l'unité QHS, quartier de haute sécurité. Ces cellules de haute sécurité sont conçues pour briser l'esprit. Sans fenêtres et sous surveillance constante, les détenus sont condamnés à un tourment psychologique permanent. Les mauvais traitements infligés par les gardiens sont constants, allant des coups fréquents au refus de soins médicaux, ce qui ajoute à la souffrance des détenus. L'expérience de Georges à la prison de la Santé montre à quel point la vie peut être brutale dans l'une des prisons les plus célèbres de France. Si vous pensiez qu'une unité carcérale ne pouvait pas être plus bondée que celle-ci, la prochaine vous laissera pantois. Prison de Tadmor, Syrie. La prison de Tadmor est un horrible monument à la cruauté humaine. Prenons par exemple le cas de Muhammad Eid al-Hamawi, dont l'histoire illustre les tortures sans fin et les conditions de vie brutales au sein de Tadmor. Les cellules des prisons sont surpeuplées, malodorantes, sales et souvent infestées de vermine. Les détenus doivent supporter des températures extrêmes sans ventilation, ni installations sanitaires adéquates. Si les conditions de vie à elles seules causent de graves dommages physiques et psychiques,
les horreurs de Tadmor vont bien au-delà de la misère. La torture est une pratique courante. Al-Hamawi a été torturé par des chocs électriques, des flagellations et des simulacres d'exécution, comme beaucoup d'autres détenus. La torture psychologique est aussi lourde que les sévices physiques, conçus pour briser l'esprit et la volonté des prisonniers. L'un des massacres les plus célèbres de 1980 est un point noir dans l'histoire de Tadmor. Lorsque quelqu'un a tenté d'assassiner le président Hafez al-Assad, plus de 1000 détenus ont été exécutés en l'espace d'une journée par les gardiens de la prison qui suivaient les ordres, transformant la cour de la prison en un véritable bain de sang. De nombreux survivants de Tadmor racontent des cycles de torture et de désespoir. Beaucoup d'autres en sortent gravement traumatisés ou physiquement handicapés. Les abus systématiques et les conditions de vie difficiles font de Tadmor l'une des prisons les plus redoutées au monde. L'histoire de Muhammad Eid al-Hamawi, à l'intérieur de ces murs, témoigne de l'extrême inhumanité de Tadmor, où la survie devient une lutte quotidienne contre des obstacles insurmontables. Ensuite, nous allons voir à quoi ressemblent les unités carcérales inhumaines au Brésil. Pénitencier de Carandiru, Brésil. Un nom comme le pénitencier de Carandiru évoque la cruauté et l'inhumanité. C'est là que Francisco de Assis Pereira, alias le maniaque du parc, a été détenu. Responsable du viol et du meurtre de 11 femmes, Pereira a dû faire face aux dures réalités de cette prison, tristement célèbre. Carandiru était notoirement surpeuplé et insalubre, accueillant plus de 8000 détenus dans un établissement prévu pour 4000. La sombre réputation de la prison a été définitivement scellée lorsque, en 1992, la police militaire a fait irruption dans la prison pour réprimer une émeute qui s'est soldée par la mort de 111 détenus. Ce n'était que l'un des nombreux incidents concernant le traitement brutal des prisonniers où la violence était accueillie par une violence encore plus grande. Carandiru était sale et offrait des conditions de vie inhumaines. Les détenus comme Pereira étaient entassés dans des cellules minuscules et nauséabondes, mal ventilées et, derrière les barreaux, ils étaient en proie aux maladies. L'absence d'installations sanitaires de base a entraîné des épidémies de tuberculose et de VIH qui viennent s'ajouter à la lutte quotidienne pour la survie. Comme beaucoup d'autres, Pereira s'est attiré les foudres de ses codétenus et des gardiens de prison. Le traitement des prisonniers, en particulier de ceux qui avaient commis des crimes notoires, était très dur. Ils étaient battus, torturés et tués, ce qui constituait une journée typique. Les gardiens avaient recours à des mesures extrêmes pour s'assurer qu'ils contrôlaient les prisonniers, d'où leur peur constante. Le tollé international suscité par les conditions de détention à Carandiru et le massacre de 1992 ont conduit à sa fermeture en 2002. Bien qu'il soit fermé, les souvenirs de Carandiru nous rappellent cruellement à quel point la cruauté humaine peut tomber bas et pourquoi une réforme des prisons est nécessaire. L'histoire de Francisco de Assis Pereira s'est mêlée à ce sombre héritage évoqué par Carandiru, reflétant la cruelle réalité à laquelle sont confrontés ceux qui se trouvent entre ces murs. Alors que nous avons exploré la vie carcérale d'un violeur et d'un meurtrier, notre prochain délinquant pratique le cannibalisme en plus d'aimer tuer. Jetons un coup d'œil à la vie carcérale de ce meurtrier cannibale détenu à Centre correctionnel de Sing Sing, États-Unis. Dans l'histoire du crime et du châtiment aux États-Unis, peu de prisons suscitent autant d'intérêt que la Sing Sing Correctional Facility. C'est dans cette prison, qui abrite certains des criminels les plus célèbres du pays, qu'était incarcéré Albert Fish, alias Greyman. Tueur en série et cannibale, les crimes de Fish contre les enfants ont fait de lui l'homme le plus détesté de son époque. Le séjour de Fish à Sing Sing témoigne des conditions brutales de cette prison. Surpopulation, mauvaises conditions sanitaires et violence incessante. Les mauvais traitements infligés par les gardiens étaient habituels pour un prisonnier et Fish n'a pas fait exception à la règle. Il a passé ses derniers jours dans le couloir de la mort, un endroit qui a multiplié les tortures psychologiques dues à la connaissance de son exécution imminente. Le 16 janvier 1936, Albert Fish a pris sa place dans Old Sparky. La manière dont il a été exécuté n'était pas enviable, une fin minable pour une vie remplie d'horreurs inimaginables. L'histoire de Sing Sing va bien au-delà de cas comme celui de Fish. C'est l'exemple même des conditions extrêmes et de l'histoire de la peine capitale, ce qui en fait un symbole des mesures punitives strictes prises par le système judiciaire américain. L'histoire d'Albert Fish, mêlée aux dures réalités de Sing Sing, jette une lumière crue sur l'intersection sombre du crime et de la punition, laissant une impression inoubliable dans les archives de l'histoire criminelle. Alors que l'homme gris aimait assassiner des enfants, la prochaine histoire mettra en lumière la vie carcérale d'un tueur qui ne tuait que des femmes. Hôpital Broadmoor, Royaume-Uni. L'hôpital de Broadmoor est le premier établissement psychiatrique de haute sécurité du Royaume-Uni, où sont détenus de nombreux délinquants dangereux et aliénés. L'un des pensionnaires les plus connus est Peter Sutcliffe, plus connu sous le nom d'éventreur du Yorkshire.
Ce tueur en série a pu faire des ravages pendant plusieurs années, tuant 13 femmes et tentant d'en tuer 7 autres. Après sa condamnation en 1981, Sutcliffe a été diagnostiqué schizophrène paranoïaque et transféré à Broadmoor en 1984. Cet hôpital, conçu pour traiter les criminels aliénés, était très différent d'une prison ordinaire. Mais c'était tout sauf un havre de paix. Les patients de Broadmoor étaient soumis à des régimes rigides, avec des contrôles stricts, une surveillance constante de leurs mouvements et une gestion continue des troubles psychiatriques graves. Sutcliffe a passé son temps à Broadmoor dans des conditions qui sont en elles-mêmes un affront à l'humanité, ce qui a aggravé son état mental. Cet hôpital tristement célèbre se caractérise par un niveau de sécurité élevé, de longues périodes d'isolement et une communication minimale avec le monde extérieur. Les patients sont soumis à une forte pression psychologique et n'ont guère la possibilité de se réadapter. Il s'agit d'une gestion et non d'un traitement, et de nombreux détenus restent dans un état permanent de tourment mental. Les conditions à Broadmoor étaient conçues pour le contrôle et le confinement, poussant souvent les limites jusqu'à des formes de traitement contraires à l'éthique. Sutcliffe, comme beaucoup d'autres, a été soumis à un régime où la sécurité passait avant les soins humains. Son cas n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres qui ont attiré l'attention du public sur la réalité brutale à laquelle sont confrontés ceux qui sont trop dangereux pour être enfermés dans des prisons conventionnelles, mais plutôt dans les murs grandioses d'hôpitaux psychiatriques de haute sécurité, où la frontière entre les soins et la punition est si souvent brutale. Si le nombre de victimes tuées par l'éventreur du Yorkshire vous a surpris, le crime du prochain tueur vous choquera. Prison des Dauphins Noirs, Russie. Située en Russie, la prison du Dauphin Noir est réputée pour la sévérité de ses conditions de détention et la brutalité des traitements qu'elle inflige. L'un de ses détenus les plus tristement célèbres est Mikhail Popkov, mieux connu sous le nom de Loup-garou, qui a tué 78 femmes. Après avoir été condamné, Popkov a été envoyé au Dauphin Noir, la prison à régime strict réservée aux criminels les plus dangereux. Les cellules du régime carcéral sont conçues pour priver les détenus de leur humanité. Comme tous les prisonniers, Popkov a été soumis à un régime de privation sensorielle extrême. Pas de fenêtres, pas de lumière naturelle et très peu de contact avec les autres prisonniers. L'isolement constant est destiné à briser la volonté des criminels les plus endurcis. Le Dauphin Noir est un lieu de surveillance totale. Les prisonniers n'ont aucune chance d'avoir une vie privée ou de se reposer, car ils sont constamment surveillés. Le moindre mouvement est contrôlé, les gardiens gardant fermement le contrôle de l'établissement et étant prêts à appliquer les mesures disciplinaires impitoyables de la prison au moindre signe de résistance. Les détenus sont contraints de dormir à même le sol en béton et n'ont pas le droit d'avoir des faits personnels. Le niveau de discipline au sein de Black Dolphin est très élevé. Popkov était battu ou recevait d'autres formes de châtiment corporel pour chaque écart de conduite possible. Ces conditions sont idéales pour garder les détenus sous contrôle, prévenir la rébellion et empêcher les tentatives d'évasion. Si la surpopulation n'est pas un problème majeur pour Black Dolphin, les conditions dans la prison voisine sont bien pires en raison de la surpopulation. Prison de Gitarama, Rwanda. La prison de Gitarama au Rwanda est un autre nom de la brutalité. Conçue pour 400 personnes, elle a accueilli plus de 7000 détenus pendant le génocide rwandais. Les détenus étaient beaucoup plus nombreux que dans l'enceinte de la prison, de sorte que la plupart d'entre eux dormaient debout. La malnutrition était à l'ordre du jour. Les prisonniers recevaient très peu de nourriture pour survivre. Beaucoup sont morts du choléra, de la dysenterie et d'autres maladies parce qu'aucune mesure de contrôle n'a été mise en place. Le manque de soins médicaux se traduit par la mort de détenus atteints de diverses maladies dans des cellules surpeuplées et sales. La zone noire, quant à elle, était connue pour ses traitements inhumains. Les prisonniers y recevaient des coups de fouet très durs et subissaient des tortures et des tourments psychiques. Enchaînés dans l'obscurité la plus totale, sans sanitaire ni ventilation, la survie était un combat de tous les jours. Les prisonniers notoires restaient debout, pieds nus, pendant de longues périodes. Toutes ces conditions insalubres entraînaient le développement de maladies très douloureuses. De plus, les cruautés des gardiens provoquaient de nombreuses agonies parmi les prisonniers. Gitarama était donc l'une des prisons les plus terribles. Les conditions qui ont caractérisé la prison de Gitarama pendant le génocide rwandais ont montré jusqu'où l'inhumanité peut aller. La congestion extrême, la malnutrition, les épidémies de maladies opportunistes et les traitements bestiaux dans la zone noire et la Maison Blanche ont rendu la survie presque miraculeuse. Gitarama montre jusqu'où l'homme peut aller dans la cruauté. Ensuite, découvrons ce que sont les unités carcérales inhumaines au Canada. Pénitencier de Kingston, Canada. Entre les murs sinistres du pénitencier de Kingston, l'une des prisons les plus célèbres du Canada, ont séjourné certains des criminels les plus dangereux du pays, dont Clifford Olson, surnommé la bête de la Colombie-Britannique. Olson s'est rendu coupable de l'assassinat impitoyable et de sang-froid de 11 enfants et adolescents.
Il vit à Kingston derrière ses formidables murs. Les conditions de détention sont restées, au mieux, brutales, avec peu de place pour le confort ou la dignité. Les détenus, dont Olson n'est pas exclu, ont été placés dans des cellules exiguës et surveillés en permanence, sans aucun respect de la vie privée. L'environnement à Kingston était conçu pour briser les esprits. L'une des punitions les plus fréquentes était l'isolement, où les prisonniers passaient 23 heures par jour, enfermés seuls dans des cellules, avec parfois très peu d'interactions humaines. Ces tortures psychologiques ont affecté tant de personnes qu'elles ont entraîné des troubles mentaux profonds. Le séjour d'Olson à Kingston est d'abord assombri par la crainte de représailles de la part de ses co-détenus, mais surtout par la dureté implacable de l'institution elle-même. Les gardiens étaient des disciplinaires stricts et tout écart de conduite entraînait de violentes représailles. L'atmosphère de froideur rigide qui régnait dans la prison garantissait qu'Olson, comme beaucoup d'autres, devait vivre dans une tension et une anxiété permanente. Le nom du pénitencier de Kingston évoque des images de sévérité implacable. Clifford Olson a trouvé dans ses barreaux un environnement suffisamment dur pour un homme dont les crimes ont ébranlé une nation. Les conditions à l'intérieur de la prison sont un rappel sinistre des extrêmes punitifs qui existent dans le système pénal canadien. Alors qu'Olson se complaisait dans les meurtres d'enfants et d'adolescents, le meurtrier de notre prochain cas n'est pas très regardant sur ses victimes. Et, avant de tuer, il aimait aussi kidnapper et torturer ses victimes. Plongeons dans sa vie carcérale. Prison d'État de Folsom, États-Unis. Pendant des années, la prison d'État de Folsom a été tristement célèbre pour ses conditions de détention extrêmement dures. L'un des détenus célèbres était Charles Eng, un tueur en série dont les crimes ont provoqué une onde de choc dans tout le pays. L'expérience de Eng à Folsom illustre les conditions très dures qui règnent dans la prison et le traitement strict accordé aux détenus. Reconnu coupable d'avoir enlevé, torturé et assassiné d'innombrables victimes, Charles Eng s'est retrouvé dans l'une des prisons les plus dures d'Amérique. À Folsom, la vie était implacable. Les détenus, comme Eng, devaient supporter des conditions de vie difficiles. Surpopulation dans leurs cellules, accès minimal aux besoins de base et atmosphère d'observation constante. Le régime à l'intérieur de la prison était conçu pour éliminer tout confort, laissant les détenus dans une tension perpétuelle. La vie à Folsom était un combat quotidien. NG est passé par des phases extrêmes d'isolement et de torture psychique. Le danger rôde à chaque coin de rue dans cette prison réputée violente. Les gardiens font régner l'ordre par la menace et la force physique pour rappeler aux détenus qui sont les patrons. Cette oppression a pesé lourdement sur l'esprit et le corps de Henning. L'atmosphère implacable de Folsom ne se limitait pas à la torture physique. Les détenus devaient également subir des tortures mentales incessantes. Le bruit constant, l'absence d'espace personnel et la possibilité toujours présente de violence les maintenaient sur le qui-vive. Ces conditions oppressantes ont plongé de nombreux détenus, dont Eng, dans un état d'anxiété chronique. L'expérience rapportée de Charles Eng à la prison d'État de Folsom est un exemple flagrant des réalités cruelles de la prison. La dureté des traitements et la cruauté des conditions décrivent le visage le plus sinistre que peut prendre le système pénitentiaire américain, dans lequel la punition est infligée avec très peu de place pour la réadaptation ou même l'espoir. Alors que Ng n'était pas très regardant sur ses victimes, notre prochain tueur est plutôt du genre à tuer des femmes. Prison de Pentridge, Australie. La prison de Pentridge était le centre du système pénal australien. Peter Dupas, un tueur en série tristement célèbre pour ses crimes odieux contre les femmes, était l'un des criminels notoires de Pentridge. Pentridge était notoirement surpeuplé et sale, et ses cellules ne contenaient guère plus qu'un lit en béton et une petite fenêtre grillagée qui ne laissait passer qu'un minimum de lumière. Les portes en fer s'entrechoquent, les pas dans les couloirs sombres et froids créent des échos qui réverbèrent une atmosphère d'oppression générale. La vie à Pentridge était brutale. Comme pour tant d'autres, des menaces constantes étaient proférées par d'autres détenus, et même par des gardiens. La violence était quotidienne, et une petite bagarre pouvait être synonyme de coups sévères ou de semaines d'isolement. Les cellules d'isolement étaient les pires de toutes, les détenus passant des jours, voire des semaines, dans l'obscurité totale. Les prisonniers passaient des jours, voire des semaines, dans l'obscurité totale, ce qui les réduisait encore davantage à des tourments mentaux. Pour Peter Dupas, Pentridge est synonyme de monotonie et d'angoisse. Les prisonniers étaient traités d'une manière inhumaine, qui mettait à l'épreuve leur endurance et leur qualité de survie, tant physique que psychologique. Même si la prison a fermé ses portes en 1997 et que l'ère des pratiques pénales rigoureuses s'est achevée, les récits de souffrance et de torture, comme celui de Peter Dupas, restent le souvenir le plus effrayant de cette époque révolue. La prochaine étape est prison de Dartmoor, Royaume-Uni. La prison de Dartmoor est située dans les Landes désolées et battue par le vent du Devon, en Angleterre.
Le commun des mortels la connaît pour ses conditions extrêmement rudes, et elle est tout sauf accessible. Parmi les criminels les plus redoutés du Royaume-Uni aujourd'hui se trouve l'habitant de l'une des prisons historiques ayant jamais abrité un homme appelé Frank Mitchell, mais bien connu sous le nom de The Mad Axe Man, l'homme à la hache fou. Il n'était pas un tueur en série, mais Frank Mitchell était certainement l'un des criminels les plus en vue de son époque, marqué au fer rouge par la violence et l'infamie. Envoyé à Dartmoor en raison de ses accès de violence et de son comportement dangereux, Mitchell a fait l'expérience directe de l'enfermement dans l'une des prisons les plus dures de Grande-Bretagne. Dans ce lieu d'isolement et de climat sauvage, Dartmoor représentait une épreuve implacable. Les prisonniers, tels que Mitchell, devaient endurer des brutalités et des traitements impitoyables dans des conditions implacables. Les mornes murs de pierre et les barreaux de fer de la prison ne font que rappeler constamment cette captivité. Les cellules surpeuplées, le chauffage inadéquat et les mauvaises conditions d'hygiène sont autant d'autres éléments qui font que la misère dans laquelle vivent les prisonniers est sans fin. À ce désespoir s'ajoute l'implacable vent qui hurle sur les landes. La vie était rude à Dartmoor, caractérisée par une discipline stricte et des punitions régulières. L'expression d'un juste degré de contrôle et d'intimidation par les gardiens des prisons permettait de maintenir les prisonniers sous contrôle. Pour Mitchell, qui avait une prédisposition à la brutalité, cela signifiait qu'il devait passer de nombreux jours dans les placards sombres. L'importance historique de Dartmoor et la réputation du traitement réservé à des prisonniers comme Frank Mitchell mettent en lumière les réalités brutales du système pénal britannique. L'héritage de la prison de Dartmoor est un rappel brutal des conditions sévères réservées aux personnes trop dangereuses pour la société. Ensuite, nous allons voir à quoi ressemblent les unités pénitentiaires inhumaines en Irlande. Prison d'Arbour Hill, Irlande. Parmi les détenus de la prison d'Arbour Hill à Dublin, figurent certains des criminels les plus célèbres d'Irlande, dont Graham Dwyer, qui a assassiné Helen O'Hara. Comparé à la plupart des prisons irlandaises, et bien qu'il ne soit pas aussi dur que d'autres, le cadre est très simple pour les détenus. Graham Dwyer est passé du statut d'architecte à celui d'homme froid, derrière les murs imposants d'Arbour Hill, à la suite de son procès sensationnel pour meurtre. Reconnu coupable d'un meurtre brutal et de sang-froid, Graham Dwyer a été condamné à la réclusion à perpétuité dans un environnement aux antipodes de la vie de privilège qui lui avait été réservée. Arbour Hill, qui n'est pas l'une des prisons les plus dures d'Irlande, est un lieu où l'enfermement est fortement ressenti. Bien que relativement moderne, les conditions de vie dans cette prison restent délibérément dépourvues de liberté et de confort. Les cellules sont petites et simples, dépourvues de toute touche personnelle et très peu d'intimité. Le traitement de Dwyer à Arbour Hill est un mélange d'isolement et de contrôle. Le bilan psychologique de la période d'emprisonnement, bien que la prison fasse beaucoup pour maintenir l'ordre. Cependant, la monotonie implacable pèse même sur les criminels les plus endurcis. Arbour Hill est encore aujourd'hui un témoignage de la justice irlandaise, où même le plus odieux des délinquants est ramené à une vie de réflexion et de pénitence. Pour Graham Dwyer, la prison est un rappel constant de sa déchéance et de la brutalité de la vie derrière les barreaux. Les conditions inhumaines dans la prison voisine sont encore plus brutales. La prison de Bogo Road, Australie. Bogo Road Gaol est une prison australienne dont l'histoire est très sombre et tristement célèbre en raison des conditions brutales et des traitements sévères infligés à ses détenus. L'un des criminels qui a souffert dans cette institution est Ernest Austin, qui est le dernier prisonnier australien à avoir été exécuté. Les derniers jours de la vie d'Ernest Austin se sont déroulés dans l'atmosphère sinistre de la prison de Bogo Road. La prison, où les conditions de vie sont extrêmement mauvaises et gravement surpeuplées, insalubres et pleines de maladies. Un régime sévère était imposé aux détenus afin de les aider à briser leur morale. La violence, qu'elle vienne des gardiens ou des autres prisonniers, était toujours imminente, faisant de la vie à Bogo Road une lutte quotidienne pour la survie. Bien sûr, un exemple se démarque plus que d'autres, Austin. Condamné à mort par le moyen ultime dans un environnement conçu pour briser toute lueur d'espoir, il fut exécuté en 1913 devant un public témoin, en guise d'exemple sinistre. C'est à Bogo Road qu'Austin trouva la mort à la potence, un moment plutôt anodin dans l'histoire de la prison, qui scella la finalisation de la peine capitale dans le Queensland. La prison de Bogo Road a été marquée par des conditions de vie difficiles. Les prisonniers étaient traités de manière inhumaine et vivaient dans la crainte constante de représailles violentes. Les mauvaises conditions d'hygiène et les tortures mentales offraient aux prisonniers un véritable cauchemar. Les gardiens disposaient d'un pouvoir absolu, dont ils abusaient souvent pour garder le contrôle et faire régner la peur. Bien que la prison de Bogo Road ait fermé ses portes en 1992, des histoires de souffrance et de résilience, comme celle d'Ernest Austin, restent gravées dans les archives de la prison. Aujourd'hui, la prison de Bogo Road rappelle un passé brutal où la justice était le plus souvent enterrée sous un amas de cruauté et d'inhumanité.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Consultez maintenant les cartes à l'écran pour découvrir d'autres histoires.